Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce webinaire qui va être consacré à la souveraineté européenne. Cette souveraineté européenne, elle dépend d'équilibres géopolitiques qui, comme nous le voyons depuis quelques mois, se redessinent. Il y a des besoins de financement qui explosent et cette autonomie stratégique, elle devient un impératif. La problématique n'est pas seulement politique, mais on le voit bien en fait qu'il y a aussi des problématiques économiques, industrielles et financières. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux représentants de la société Siena. Timothée Malfette, vous êtes gérant action du fonds Siena Action Euro Souveraineté. Bonjour. Bonjour. Et Bilal Marjaoui, vous êtes en charge de la relation investisseur. Vous aurez la possibilité, en tout cas, de nous dresser un panorama de votre gamme. Bonjour Bilal. Bonjour Cédric. Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire, Bilal, pourquoi la thématique de la souveraineté européenne, c'est un sujet qui est de plus en plus important au sein de votre société Siena? Effectivement, merci Cédric dans un premier temps pour cette introduction. C'est vrai que chez Siena, la souveraineté européenne, c'est un axe stratégique qu'on a développé depuis plusieurs années aujourd'hui, puisqu'il faut prendre conscience qu'on fait face à un changement de paradigme majeur au sein des relations internationales. Vous ne l'aurez pas manqué. La souveraineté, c'est un sujet qui est au cœur des débats publics aujourd'hui depuis plusieurs mois. Et c'est également une des raisons pour lesquelles on a pu développer une offre assez complète sur ces sujets-là au sein de Siena. Peut-être refaire une petite définition de la souveraineté en préambule. Quand on regarde la définition de ce concept, on se rend compte qu'il y a deux notions qui sont mentionnées. La première, c'est le pouvoir reconnu à l'État, et la seconde, c'est l'indépendance absolue dans l'ordre international. Et nous, c'est surtout de ce point de vue-là qu'on va l'adresser aujourd'hui chez Siena, puisqu'on va la regarder non pas par le prisme uniquement de la défense, mais dans un cadre beaucoup plus global qui va intégrer à la fois notamment la sécurité alimentaire, la sécurité numérique par exemple, l'autonomie industrielle, etc. Et quand on regarde les dernières années qu'a vécu l'Europe, on a dû faire face à plusieurs crises qui ont révélé en fait certaines vulnérabilités de notre économie et de nos modèles dans des situations difficiles. Je peux prendre comme exemple la crise du Covid sur laquelle on a vécu la difficulté d'approvisionnement en masques notamment, la crise ukrainienne avec l'invasion russe où on s'est rendu compte qu'en termes d'armement et de défense, on avait encore des efforts à faire pour pouvoir faire face à ces menaces. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, sur la défense, on a plus de 60% des importations d'armes qui proviennent des États-Unis. Sur la sécurité numérique, c'est plus de 70% des données des entreprises européennes qui sont hébergées sur des serveurs étrangers. Et donc, ça pose un vrai problème et ça pose des risques qui sont stratégiques et majeurs pour nos économies. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que face à ça, on a eu une prise de conscience globale des pouvoirs publics avec des plans de financement majeurs qui ont été signés à 5, 10, 15, voire 20 ans parfois. On parle notamment sur le secteur de la défense de plus de 1200 milliards d'euros de besoins, sauf qu'on se rend compte que d'un point de vue budgétaire, on est dans un contexte d'austérité et que l'effort de financement national ne sera pas suffisant pour pouvoir faire face à ces défis. C'est donc là que nous, en tant que société de gestion, on a cette responsabilité de pouvoir flécher l'épargne des investisseurs particuliers notamment vers ces sujets à fort enjeu de souveraineté, mais également sur la défense également. Oui, ce qui permet d'ailleurs aux entreprises concrètement d'avoir du financement pour faire face à l'augmentation de commandes, entre autres, bien évidemment. Quel est d'ailleurs l'accueil qui a été réservé à cette thématique auprès de votre clientèle historique? L'accueil, il a été très positif auprès de nos partenaires, puisqu'encore une fois, c'est un sujet qui est au cœur des débats depuis plusieurs mois maintenant. Et je pense qu'il faut faire la différence entre le segment institutionnel et le segment particulier de l'investissement. Sur les acteurs institutionnels, on sait que ils ont cette propension plus facilement à aller sur ce type de sujet-là, à pouvoir débloquer des capitaux assez importants pour financer ces secteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des particuliers, on a vu aussi une évolution depuis le lancement de ces différents fonds, puisqu'on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience citoyenne qui est notamment liée à la médiatisation de ces sujets-là et qui pousse les particuliers à s'intéresser, à voir comment est-ce qu'ils peuvent également de leur côté participer à cet effort de financement, souvent avec une conviction au préalable qui les pousse et qui les facilite à investir dans ce type de sujet. Quand on couple ça au fait que les investisseurs particuliers sont de plus en plus en demande sur notamment des investissements au cœur de l'économie réelle, notamment via des actifs non cotés, on voit qu'on a en fait une demande qui est croissante du point de vue des particuliers sur ces verticales-là. D'ailleurs, nous, on le voit d'ailleurs depuis 2 ans au sein du cabinet. Clairement, ces sujets de souveraineté européenne au sens large, comme vous l'avez défini, que celle soit
industriels, alimentaires, sanitaires, de défense, y compris sur l'agriculture. C'est des sujets où on est de plus en plus sollicité. C'est une bonne chose. On verra concrètement, j'espère, dans cette conférence, concrètement pour les clients finaux, comment est-ce qu'on peut investir sur ces différentes classes d'actifs. Une question pour Timothée. Bon, la souveraineté européenne, en fait, comment est-ce que vous la définissez et quels sont les critères que vous retenez pour savoir si une société, elle rentre ou pas dans cette thématique? Précédemment, Bilal a défini ce qu'était la souveraineté. Pour nous, c'est vraiment la capacité des États à agir de manière autonome. Donc, pour construire l'univers d'études de Siena Action Eurosouveraineté, on a décidé en amont d'exclure tous les secteurs non pertinents au regard de la thématique. Par exemple, l'immobilier, le luxe, les spiritueux, difficile de dire qui contribuent à renforcer la souveraineté. Donc, on a construit un univers d'études dit souveraineté où on a exclu 50% des secteurs de la cote européenne, ce qui représente 60% des valeurs de la cote. Et du reste, au moment de l'agrément du produit auprès de l'AMF nous a vraiment challengé sur notre définition sectorielle de la souveraineté. On a défini, pour couvrir l'ensemble des enjeux de la souveraineté européenne, 7 sous-thématiques. Ces 7 sous-thématiques sont l'innovation technologique, l'indépendance énergétique, la défense, l'aéronautique et le spatial, la sécurité alimentaire, le financement de l'économie, l'autonomie industrielle et, en dernière sous-thématique, les actifs dits stratégiques comme la santé, les télécoms et les ressources de base. Donc on a construit vraiment un univers pertinent au regard de la thématique. Par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, Timothée, moi, il y a un sujet qui m'interpelle, c'est vous parlez en fait de financement de l'économie, en fait, et comment est-ce que vous avez réussi, vous, à identifier ces besoins de financement? Les besoins de financement, ils sont de nature très différente. C'est financer les entreprises, financer aussi les ménages. Donc, dans cette catégorie de valeurs de la thématique financement de l'économie, on va bien entendu retrouver des banques. Et puis, on va retrouver aussi des gestionnaires d'actifs dits alternatifs, comme Euraseo et Bridgepoint, qui opèrent en dette privée, donc qui vont financer les entreprises, et qui opèrent aussi dans le private equity, donc qui financent les besoins en fonds propres des entreprises. Ouais, donc en fait, c'est une vraie thématique à part. Moi, je pensais que c'était effectivement une thématique sous-jacente aux différents thèmes que vous avez abordés. D'accord. Ok, très bien. Bilal, pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit par Timothée, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes composantes en fait de la gamme? Parce que Timothée a parlé de dette, il a parlé bien évidemment d'action puisque c'est le gérant du fonds Action. Vous pouvez nous dresser un panorama rapide? Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai mentionné en introduction, la gamme souveraineté chez Siena, elle s'articule autour de différents produits qui vont être placés sur différentes classes d'actifs également. Donc, sur la partie côté, on va avoir la brique notamment dont Timothée a parlé à l'instant, donc Siena Action Eurosouveraineté, qui a pour objectif d'aller investir dans des entreprises européennes cotées en bourse de différentes capitalisations, donc de différentes tailles, et sur les thématiques que Timothée a mis en avant. Donc ça va être pour la partie cotée. Sur la partie non cotée, on va avoir un fonds qui sera un peu plus spécifique puisqu'il sera investi uniquement dans le secteur de la défense. Donc c'est un fonds de dette privée qui s'appelle Siena Dette Privée de Défense Europe et qui a pour objectif d'aller financer des PME et des ETI qui vont être très souvent familiales, installées en région et qui, en fait, font partie de la chaîne d'approvisionnement des grands donneurs d'ordre qu'on connaît tous, à savoir Safran, Dassault, Airbus, Thales, etc. Et donc, ces entreprises-là, elles sont indispensables à la chaîne de valeur et aujourd'hui, elles ont besoin de financement. Et donc, c'est via de la dette non cotée qu'on va aller subvenir à leurs besoins de financement, notamment sur des titres seniors. Donc ça va être sur la partie non cotée. On a également une brique qui va être plutôt hybride, sur laquelle je vais moins m'attarder puisque c'est un fonds commun de placement en épargne, donc qui est plutôt dédié à de l'épargne salariale au départ, mais qui a une allocation qui va être plus flexible avec une majorité d'investissements en actifs cotés et une minorité d'investissements en actifs non cotés, donc sur les sujets de la souveraineté au global, donc multithématique et pas uniquement sur le sujet de la défense. Mais l'idée au global, c'est vraiment d'avoir pu construire cette gamme-là qui soit assez complète et qui présente des caractéristiques différentes qui puissent en fait matcher les besoins des différents profils d'investisseurs particuliers notamment. Avant de poser une question à Timothée sur comment est-ce qu'il a construit son portefeuille et quelles sont les caractéristiques, moi j'ai une question, je pense que c'est vous, Bilal, qui pouvez y répondre. Est-ce que la sensibilité ESG, c'est un sujet auprès de nos clients? Effectivement, la composante ESG de ces investissements, elle est intéressante encore plus quand on investit sur le secteur de la défense, puisque en réalité, ça peut apparaître comme opposé et comme incompatible, mais en réalité, nous,
il y a une phrase qu'on a tendance à dire chez Siena, c'est qu'il n'y a pas de durabilité sans paix. Et il n'y a pas de paix sans capacité à la défendre. Donc en fait, il est difficile de pouvoir parler de progrès social, de transition énergétique et d'investissement dans ces tendances-là sans avoir un socle au départ qui puisse garantir la paix de nos sociétés. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'investissement dans la défense, il se fait dans cette optique-là. Ça n'empêche pas que sur les différentes politiques d'investissement qu'on va avoir, on applique une stratégie ESG qui va être la même que celle qu'on va appliquer à d'autres secteurs. Donc pour vous donner quelques exemples, on va adopter une approche qui va être best in class, donc qui va considérer à sélectionner au sein d'un même univers les titres qui ont les meilleurs scores ESG sur différentes verticales. Donc ça va être sur la partie cotée et plus précisément sur la partie dette privée. On va aller financer des sociétés qui sont en accord avec, je dirais, les objectifs de développement durable de l'ONU, dont un en particulier concerne la paix dans les sociétés. C'est vraiment une approche qu'on a également sur ces thématiques-là et qui n'est pas incompatible aujourd'hui à l'investissement, notamment dans le secteur de la défense. Oui, en plus, je dirais, moi, je trouve que depuis le début 2025, avec la réunion qui a eu lieu à Bercy, ça doit être en février 25, je crois qu'on commence de plus en plus à évoluer et que le grand public comprend que dorénavant, eh bien, il faut financer ces entreprises, ne serait-ce que, comme vous le disiez, pour protéger notre intégrité, y compris territoriale. Timothée, concrètement, comment est-ce que vous sélectionnez les entreprises ? Alors, sur la construction du portefeuille, comme le nom du fonds l'indique, c'est un fonds qui est zone euro, c'est important de le mentionner, avec une latitude pour investir 10% de l'actif dans des sociétés européennes en dehors de la zone euro. Donc, par exemple, pour jouer la sous-thématique de la sécurité alimentaire, on s'est intéressé à une société norvégienne qui est Mowi. Mowi, c'est une société qui capitalise de l'ordre de 10 milliards d'euros, c'est le leader mondial de l'élevage de saumon. Or, les protéines qu'apporte le saumon sont un enjeu crucial de l'alimentation mondiale. Autre caractéristique, c'est un fonds qui est véritablement multicapitalisation. Dans le portefeuille actuel, vous retrouverez 25% de petites et moyennes valeurs. On n'a pas forcément de volonté d'équipondérer les sous-thématiques a priori, ce qui fait qu'on peut avoir des biais marqués et totalement assumés. Notamment, on retrouve beaucoup de sociétés industrielles pour jouer à la fois la thématique de l'autonomie industrielle et jouer le secteur de la défense, de l'aéronautique et du spatial. Est-ce que c'est d'ailleurs ces sujets-là que vous mettez particulièrement en avant aujourd'hui ? Oui, parce que c'est vrai que la défense et l'aéronautique sont au cœur de ce qui se passe en termes de géopolitique au niveau mondial. Là, il y a eu un beau parcours depuis le début d'année en plus. Oui. Alors ça fait aussi écho, pour être très précis, à un parcours plus délicat des valeurs de la défense en fin d'année dernière, consécutivement à ce qu'on a pu espérer qui étaient les avancées sur la paix en Ukraine. Bon, finalement, rien n'a avancé, mais c'est vrai que les valeurs de la défense ont eu un petit trou d'air en fin d'année. Et puis, à la faveur des événements géopolitiques récents, on voit qu'elles retrouvent un attrait très fort de la part des investisseurs. Et puis, l'autonomie industrielle, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est ce qu'on avait perçu déjà il y a quelques mois quand on a lancé le fonds. La Commission européenne véritablement s'inspire du rapport Draghi qui a été écrit en septembre 2024 et on voit que l'Europe commence à protéger son industrie. Sans rentrer dans trop de détails, on a eu des premières mesures dans le secteur automobile avec les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. On a eu en fin d'année dernière des mesures visant à protéger l'acier européen par une réduction des quotas d'importation. On peut citer dans la même veine, ce qui risque d'arriver, c'est une exclusion des pneus chinois qui inondent l'Europe sur la partie entrée de gamme. Voilà, donc on voit qu'il y avait vraiment des choses au niveau de l'industrie qui se mettent en place au niveau européen, les lignes bougent et c'est une très bonne chose. Vous me demandiez comment on sélectionnait les entreprises. Alors évidemment, il y a plusieurs dimensions. Il y a d'abord en amont une analyse de la compréhension des business models qui se fait avec des rencontres avec les sociétés cotées. Il y a eu, pour le fonds qui nous occupe aujourd'hui, Siena Action Euro Souveraineté, il y a une détermination du caractère stratégique de l'activité et dans quelle mesure elles répondent ou non aux enjeux de souveraineté européenne. Il y a évidemment des critères financiers, ça je dirais c'est plus classique dans nos métiers. On analyse la valorisation des sociétés. Et puis, notre processus de gestion chez Siena combine à la fois approche top-down et bottom-up. Pour rebondir par rapport à la gestion de ce fonds-là, comment est-ce que vous gérez le volet volatilité compte tenu du contexte géopolitique actuel ? C'est vrai que la défense peut être soumise à beaucoup de volatilité. C'est vrai qu'il y a eu au moins 2 points de bascule sur le secteur. Il y a évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu cette rencontre entre Donald Trump et Zelensky au sein du bureau ovale de la Maison-Blanche, où on peut le dire, Donald Trump a à la fois humilié Zelensky et à la fois a marqué la rupture de relations très anciennes entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est vrai que, hasard du calendrier, quelques jours après cette fameuse rencontre, la Commission européenne publie son plan ReArm Europe, qui vise à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Donc il y a une vraie volonté à la fois des États européens d'augmenter très sensiblement leurs dépenses de défense et à la fois de faire preuve de plus de coordination, de privilégier davantage les achats de matériel entre pays de l'Union européenne. Bilal le disait en introduction, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la dépense militaire, on dépend beaucoup trop des États-Unis, éventuellement un peu de la Corée du Sud ou de pays comme Israël. Mais il y a une volonté au sein de l'Europe d'acheter européen. Donc ça va évidemment aussi bénéficier aux sociétés du secteur en Europe. Hélène, où est-ce qu'on peut acheter les fonds, tant de dettes privées que d'actions? Donc, le fonds de dette privée, donc c'est un LTIF 2, donc j'imagine qu'il y a un ticket minimum de 100 000 euros et qu'il faut être un investisseur professionnel. Alors justement, sur notre fonds Siena Dette Privée Défense Europe, on n'a pas de minimum de souscription. Enfin, on a un minimum à souscription qui est équivalent à 1 000 euros et qui sera ensuite dépendant des différents critères des assureurs sur leur contrat d'assurance vie et leur unité de compte particulièrement. Mais effectivement, on n'a pas de minimum de souscription sur ce fonds-là. Et le fonds est éligible aujourd'hui chez différents assureurs, notamment en contrat d'assurance vie français. Donc, il est disponible actuellement chez UAF sur les contrats Spirica, chez la France Mutualiste, chez RS et depuis peu chez la Mondiale Europartners. D'accord. Donc, j'imagine que vous êtes dans un processus de poursuite du référencement dans les différentes plateformes, tant en France qu'à l'étranger. Absolument. Bourgeois, d'accord. Qu'en est-il du fonds géré par Timothée? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors, concernant le fonds Siena Action Euro Souveraineté, il est disponible en contrat d'assurance vie actuellement chez Cardiff, Generali et chez Bourse Direct également. D'accord. À noter également que ce fonds-là, Siena Action Euro Souveraineté, est également éligible au PEA et peut être investi également en PER, notamment chez Generali. Bon, ça, ce qui est quand même une bonne thématique, parce que la thématique du PER, ça s'inscrit le plus souvent dans une optique qui est moyen et long terme. Et moi, j'ai l'impression que les thématiques dont vous avez abordées, à l'image du luxe, il y a quelques années, on disait, bien évidemment, il faut avoir des valeurs du luxe dans nos portefeuilles. Les lignes, elles changent. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le discours d'ailleurs que je tiens auprès de mes clients, c'est qu'il faut avoir des valeurs européennes liées à l'autonomie stratégique en fonds de portefeuille. Timothée ou Bilal, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde auprès de nos confrères CGP, des sujets qu'on aurait oublié d'aborder? Je vais dans votre sens, Cédric. La thématique de la souveraineté, en soi, c'est une méga tendance. Certes, par exemple, il y a de la volatilité dans le secteur de la défense, mais quand on a une vision de long terme, on voit que le train est véritablement en marche. C'est une industrie de cycle long avec des engagements pris pour l'augmentation des budgets pour les 5 à 10 prochaines années. Donc c'est vraiment des tendances extrêmement fortes. C'est vrai que chez Siena, on est véritablement convaincu de la pertinence de la thématique de la souveraineté. Et je veux bien souligner le fait auprès des gens qui nous écoutent que être actionnaire de société européenne, c'est déjà en soi un acte souverain. Il ne faut pas laisser les centres de décision des entreprises cotées européennes partir typiquement aux États-Unis. C'est important d'avoir une base actionnariale européenne forte pour nos sociétés européennes. Bilal, est-ce que vous avez un point à rajouter par rapport à ce qui était dit? Effectivement, oui, par rapport à tout ce qui a été dit sur ce live, peut-être un chiffre qu'il est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, on a environ 70% de l'épargne française qui est investie hors Union européenne et on voit le problème que ça peut poser aujourd'hui face à toutes les thématiques qu'on a eu l'occasion d'évoquer. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Timothée, c'est vrai qu'on a un momentum aujourd'hui qui est très intéressant sur les différentes sous-thématiques de la souveraineté. Les plans, qui soient nationaux ou européens, sont établis à 5, 10, voire 15 ans. Donc on est vraiment sur une tendance de long terme. Et ce que je veux que nos partenaires CGP comprennent, c'est qu'aujourd'hui, avec la gamme multi-actifs qu'on a construit, on permet justement aux investisseurs particuliers de pouvoir consacrer une partie de leur allocation à ces sujets-là en fonction de leur profil de rendement risque. Avec un produit qui va être à faible volatilité par nature, qui est le fonds de dette privée, avec une stratégie de rendement à très long terme et distribuante, mais également avec un fonds comme le fonds action coté qu'on a, qui va être pour des profils un peu plus dynamiques, avec un horizon de détention qui est un peu plus faible, pour des personnes qui sont capables de prendre un peu plus de volatilité, mais des projections de rendement qui sont également un peu plus élevées.
En tout cas, merci messieurs pour ce résumé. Je vais essayer de faire un exercice pour moi pour voir ce que j'ai retenu de notre conversation. Alors, Sienna, vous êtes dorénavant un acteur incontournable du secteur de la souveraineté européenne, puisque vous avez... Il y a combien d'ailleurs d'actifs de sous-gestion de la société et combien d'actifs liés à la souveraineté? Il y a à peu près 40 milliards la société. Alors aujourd'hui, en termes d'encours, on est à 33 milliards d'euros au global. Et sur les sujets de souveraineté, notamment sur la défense en particulier, on est à un peu plus de 330 millions d'euros collectés aujourd'hui entre les véhicules institutionnels et particuliers, plus les encours qui sont gérés par le fonds de Timothée, donc Siena Action Euro Souveraineté, et le FCPE. Je dirais qu'on est entre 350 et 400 millions d'euros sur la thématique aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet. Deuxième point, ce qui est un élément important, ce qu'a dit Timothée, c'est que le fonds, il est éligible au PEA. Et c'est vrai que moi, je le vois dans mes PEA, mais j'imagine aussi pour les confrères qui nous écoutent, on n'a pas un grand choix de fonds et avoir ce type de fonds en fonds de portefeuille, ça a clairement du sens. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on a une action citoyenne en fonction de son profil de risque, que ça soit à travers un fonds de dette privée ou un fonds d'action zone euro lié à l'autonomie stratégique, donc un sujet qui est très large. On a une action citoyenne pour financer notre autonomie, nous, en tant qu'Européens, et que les deux produits sont en cours de référencement dans une offre qui va être de plus en plus large. En tout cas, merci sincèrement de cet échange qui, je l'espère, va permettre à nos confrères de pouvoir avoir un choix plus important dans la sélection des fonds. Je vous invite, comme à chaque fois, à aller vous rendre sur le site de Patrimeta, sur le stand de Siena. Vous aurez bien évidemment les fiches techniques des différents fonds qui ont été mis en avant. Et puis, vous y retrouvez aussi des vidéos qui ont été réalisées, d'ailleurs, je le vois sur d'autres supports, depuis le début d'année. À très bientôt. Portez-vous bien et bon courage dans la gestion de ces actifs de long terme. Merci en tout cas de votre collaboration. Merci Cédric. Merci Cédric, à bientôt. À bientôt.